Les secrétaires de séance, et on va lui demander de faire l'appel. Bonjour à tous. Alors, Madame José Massy, Monsieur Cavana, Madame Lévy, Monsieur Tanguy, Madame Turbat, Monsieur Jérôme, Madame Pin, Monsieur Cazot, Madame Andréotti, Monsieur Mahadi, Madame Janvier, Monsieur De Saint-Germain, Madame Mondonne, Monsieur Bonnet, Madame Audibert, Monsieur Moreno, Madame Chambon, Monsieur Charton, Madame Bérard, Excusez de pouvoir à Monsieur de Saint-Sernin. Monsieur Mascaro, Madame Guérardi, Excusez de pouvoir à Madame Lévy. Monsieur Lebert, Excusez de pouvoir à Monsieur Moreno. Madame de Valence, Excusez de pouvoir à Madame Andréotti. Monsieur Chenebard, Monsieur Léonie, Excusez de pouvoir à Madame Génété. Monsieur Trouillas, Monsieur Reynaud, Présent. Madame Génété, Monsieur Tanguy, Monsieur Gutiérrez, Madame Jouve, pardon. Oui, j'ai pas. Monsieur Campus, Monsieur Bonnefoy, Madame Manzanares, Monsieur Brochot, Excusez de pouvoir à Madame Audibert. Madame Bizarre, Excusez de pouvoir à Madame Béramasson. Monsieur Pardigon, Présent. Madame Fortias, Monsieur Pelletier, Madame Boussaoui, Madame Pascali Cerny, Madame Dridi, Madame Léguet, Excusez de pouvoir à Monsieur Pélissou. Madame Dir, Excusez de pouvoir à Madame Dridi. Monsieur Pélissou, Présent. Madame Valior, Excusez de pouvoir à Monsieur Campus. Madame Vera Masson, moi-même, Monsieur Do, Excusez de pouvoir à Madame Fortias. Madame Mounier, Monsieur Koutsef, Madame Roussel, Madame Savarli, Monsieur Navaral, Présent. Monsieur Leroy, Présent. Madame Brunet, Absente excusée. Monsieur De Oubeda, Présent. Monsieur De Palance Présent. et Madame Muscotti. Très bien, le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. On va passer à l'adoption du procès verbal. Est-ce qu'il y a des observations relatives au procès verbal lors de la séance du 25 avril? Il est alors adopté. Compte rendu des décisions, avez-vous une observation relative au compte rendu des décisions? Je vous en remercie. Et on va donc démarrer le conseil avec la première délibération 101 sur une délibération habituelle, remplacement sur un emploi permanent de juriste du service de conseil et études RH et d'affaires médicales au sein de la direction des ressources humaines de la DGA Ressources et Populations. Et c'est bien sûr un cours éventuel à un contractuel de catégorie A si nous pouvons fournir en interne. Le pour, le contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. La 102, la mise à jour du règlement intérieur des logements en fonction de la ville de Lyon. Là aussi, c'est une délibération habituelle. On y ajoute deux points, notamment l'article 38 du titre 3 de la partie, avec un responsable de gardien logé chargé de contrôler la manière de servir des gardiens logés. Et enfin, sur l'article 14, la disposition commune du règlement intérieur relatif aux concessions de perte de concession pour un gardien logé en fonction, son logement de fonction sera également modifié dans ces cas-là. Ah. Merci, M. Navaral. Ah, ne me remerciez pas encore. Attendez mon propos. Madame le maire, mes chers collègues, je sais que vous vous attendiez à ma prise de parole sur ce sujet, qui est un sujet habituel chaque année, non pas sur le règlement en lui-même, mise à jour sur laquelle nous délibérons aujourd'hui, mais chaque année sur les attributions. Et vous connaissez notre position sur regrettant le manque de clarté. Chaque année, lorsque viennent ces délibérations, puisqu'on ne connaît pas les postes des gens qui sont logés, du personnel municipal qui sont logés dans, je le rappelle, des catégories de logements municipaux qui relèvent de deux ordres. D'abord les gardiens, là, on peut parfaitement trouver normal d'avoir dans un certain nombre de sites municipaux une présence humaine, notamment pour la nuit, ou pour les ouvertures-fermetures, comme c'est le cas pour les stades. Et là-dessus, ça n'appelle pas d'observation particulière, mais vous le savez, pour bon nombre d'autres qui sont ceux avec astreinte ou sans astreinte, et qui ne relèvent pas de bâtiments municipaux à protéger, eh bien,
et le propos n'était pas de moi, il était de Martine Aubry. Il m'arrive rarement de citer Martine Aubry, mais quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. En tout cas, moi je ne dis pas, et nous ne disons pas, nous ne voulons pas croire, et ne nous laissez pas croire, s'il vous plaît, qu'il puisse y avoir un loup, mais quand on délibère maintenant sur la mise à jour du règlement, en commission, l'échange s'était porté sur la liste de ces logements. C'est-à-dire sur le fait de, puisque vous soumettez ces délibérations sur les gardiens ou sur le personnel municipal bénéficiant d'un logement avec ou sans astreinte, eh bien, vous ne permettez pas aux élus d'opposition de connaître à la fois la liste exacte de ces logements, y compris leur situation, quand il s'agit d'un stade, quand il s'agit d'un musée, ou quand il s'agit d'un bien du parc privé municipal, sur lequel, là aussi, la majorité municipale est toujours bien incapable de nous en donner la liste exhaustive. Or, il est tout de même étrange qu'une majorité municipale compétente, élue, réélue, ne soit pas capable de donner aux Toulonnais et aux élus de l'opposition en particulier la liste des biens relevant de son patrimoine privé. Alors elle est en train d'être créée, d'être augmentée, d'être confirmée. C'est en tout cas à chaque fois ce qui nous est répondu. Force est de reconnaître qu'on n'a pas cette liste. Et là, sur cette délibération pour le règlement intérieur des logements de fonction, nous avions sollicité en commission que nous soit fournie la liste de ces logements. Force est de reconnaître qu'elle ne nous a pas été communiquée, en tout cas à cette heure. Et donc vous demandez aux élus de s'exprimer sur des délibérations pour lesquelles nous le regrettons. Nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants, et même si les modifications du règlement intérieur telles qu'elles nous sont proposées apparaissent cohérentes, nous allons nous abstenir parce que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir cerner exactement qui et comment sont logés dans ces biens municipaux. Et encore une fois, le sujet vient peu sur les gardiens logés, mais sur tous les autres. Je vous remercie. Alors, je peux vous garantir que pour le prochain conseil municipal de Joal, vous aurez la liste des biens. J'ai demandé à ce que la liste soit sortie, toilettée et mise à jour. Vous savez que en conseil, vous l'aurez. Vous l'aurez. Je m'y engage. Vous aurez la liste pour le prochain conseil de Joal, de la liste du patrimoine de la vie. Voilà. Et alors, est-ce qu'il vous apparaîtrait incohérent de reporter cette délibération pour le prochain conseil municipal quand nous disposerons de tous les éléments pour délibérer? Et dans la liste des biens, ben, vous arriverez à faire le tri avec la liste des biens, des appartements et des gardiens logés. Mais je vous préviens, il y a 1400 lignes, ça va de quoi? Combien? 1400 lignes. 1400? Oui, parce que dans ce qui appartient à la ville, il y a des bouts de rond-point, il y a des bouts de rue, et ça appartient à tous les bâtiments de la ville. Voilà. Donc, en dehors des bâtiments, il y a, en effet, des bouts de voies publiques. Voilà. Ce ne sont pas des biens privés. Je vous parle de la liste des biens privés municipaux. Je ne parle pas de la voirie. Hein. Je vous enverrai toute la liste du patrimoine. Voilà. Vous aurez de quoi. Qui pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 103, c'est la signature de la convention de mise à disposition à temps complet des conseillers de prévention du service prévention, comme tous les ans. C'est la mise à disposition à temps complet de 2 personnes, du service prévention des humaines, le chef de service prévention et un conseiller de prévention, qui la durée est de 12 jours par an pour un coût maximum de 6 000 € par an. Les pour? Les contre? Ça tient. Délibération d'adopter. On passe à la petite enfance. La délibération 201. C'est la reconduction du dispositif. Je rappelle que c'est les crèches à vocation d'insertion professionnelle et le renouvellement des conventions avec la caisse d'allocation familiale et le département du Var. Cette année, nous avons obtenu 3 places supplémentaires, passons donc de 27 places stabilisées à 30 places, soit 3 places de plus, ce qui nous fait un total de subventionnement de 226 800 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 202, c'est aussi une délibération annuelle, avec la reconduction pour l'année 2025 du conventionnement avec le ministère de l'économie et des finances dans le cadre de la mise à disposition de 2 berceaux au sein de crèches de la Porte d'Italie pour un montant de 20 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 203, c'est une modification du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants gérés par la ville de Toulon.
La première modification, c'est à la demande de la PMI, et en fait, c'est des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions concernant les maladies à élection obligatoire. La deuxième, c'est à l'initiative de la ville, c'est des précisions sur les modalités d'inscription en ligne via le PMI, précisions sur les dispositions sur la confidentialité des données et la mise à jour de certains éléments des protocoles en annexe. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée et on continue sur l'éducation. La 301, c'est donc l'attribution de subventions aux coopératives des écoles qui organisent des voyages Erasmus et signature de la convention correspondante. Donc ce projet a pour objet d'attribuer les subventions pour les voyages Erasmus pour un montant de 15 640 et de signer bien sûr la convention avec la coopérative du groupe scolaire de Morillon. Le barème, c'est 170 € par élève et le forfait en éducation prioritaire est de 204 €. Ça concerne 3 écoles, l'école de l'élémentaire de l'Aiguillon, l'école Couchetot et l'école du groupe scolaire de Morillon Ernest Renan. Vous voulez parler? Juste pour dire la satisfaction de Toulon en commun sur de tels actes. Merci beaucoup. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 302, c'est une signature de convention de partenariat de l'éducation nationale dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire. En effet, depuis le 13 novembre 2023, l'Académie de 10 s'est dotée d'un pôle de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est une priorité nationale, c'est aussi une priorité pour la ville. Et donc, dans ce cadre-là, l'Académie souhaite développer les nouvelles modalités de partenariat qui porteront sur la formation des agents de la ville et sur la création de Vadémécum, commun rectorat de Nice et ville de Toulon. Madame Roussel. Merci Madame le maire de me donner donc la parole. Je souhaite m'exprimer sur la dégradation inacceptable du climat scolaire dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Et par conséquent, mon intervention concernera cette délibération, mais si vous me permettez, la suivante, parce que ça va ensemble. Aujourd'hui, c'est un sujet qui ronge notre société de l'intérieur, qui menace l'avenir même de notre nation. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas une simple évolution, c'est un naufrage, une faillite de l'État sur l'éducation qui laisse nos enfants à la merci de la violence, de l'incivilité et parfois même de l'abandon. Si rien ne change, nous allons vers une escalade de la violence dans nos écoles. Il est donc de notre devoir de prendre cette dégradation au sérieux. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons laissé l'autorité s'éroder. Nous avons vu la discipline disparaître au nom d'une pédagogie laxiste qui, loin de libérer nos enfants, les laisse sans repère, sans cadre. L'école qui fut le bastion de la République, le lieu de transmission des savoirs et des valeurs, est aujourd'hui trop souvent le théâtre de tensions, de violences, de règlements de comptes. Nous ne pouvons plus ignorer les chiffres, les cris d'alarme sur le plan national. 700 000 jeunes disent avoir subi du harcèlement à l'école, un enfant sur 3 est concerné. Le harcèlement n'est pas un jeu d'enfant, c'est une torture psychologique, parfois physique, qui brise des vies, qui pousse nos jeunes au désespoir. Et le cyberharcèlement, cette violence insidieuse qui se prolonge jusque dans l'intimité des foyers, est un fléau encore plus pernicieux. Face à cette catastrophe, il n'y a qu'une seule voie, celle du rétablissement de l'autorité et de la discipline. Premièrement, la sanction doit retrouver son rôle. Il faut en finir avec l'impunité. Les comportements violents, les incivilités, le non-respect des règles ne peuvent être tolérés. Dans notre ville, en agissant fermement contre les familles de mineurs délinquants, nous pouvons faire reculer la criminalité à l'échelle de la commune et des établissements scolaires. Il faut que chaque élève sache que l'école a des règles et que ces règles sont faites pour être respectées. Deuxièmement, l'encadrement doit être renforcé. Il ne s'agit pas de fliquer, mais de protéger, de rassurer, de garantir un environnement propice aux apprentissages. Redonnons aux équipes éducatives les moyens de faire leur travail et l'autorité nécessaire pour le faire.
Troisièmement, il est urgent de restaurer les valeurs républicaines. Notre école doit redevenir l'école du mérite, de l'effort, du respect d'autrui, de la laïcité. Non pas une laïcité à géométrie variable, mais une laïcité intransigeante qui garantit l'égalité de tous face au savoir et protège nos enfants de toutes les ingérences communautaristes ou religieuses. La laïcité n'est pas une option, c'est le ciment de notre nation. Quatrièmement, la lutte contre le harcèlement scolaire doit être une mobilisation générale. C'est l'affaire de tous, parents, enseignants, élèves, témoins. Nous devons sensibiliser sans relâche et garantir que chaque signalement soit pris au sérieux sans délai. Les numéros verts, comme le 30-20, le 30-18, j'appelle la presse à le remettre éventuellement, Je crois que je les connais. ouais, bon, voilà, sont essentiels, mais ils doivent être complétés par une action de proximité, un suivi psychologique et une protection immédiate des victimes. Les auteurs de ces actes intolérables doivent être sanctionnés. L'école doit être un sanctuaire, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Il est temps d'arrêter les discours, d'arrêter les constats et d'agir avec courage et détermination, car une nation qui ne protège pas ses enfants, qui ne leur offre pas un cadre serein pour apprendre et grandir, c'est une nation qui se condamne elle-même. Par conséquent, signer la convention locale de partenariat entre l'éducation nationale et la ville de Toulon dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire, ainsi que la convention cadre de partenariat avec l'éducation nationale concernant les mesures de responsabilisation, j'y suis évidemment très favorable. Remettons l'ordre, la discipline et les valeurs républicaines au cœur de notre école, c'est le seul chemin pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Donc, évidemment, je voterai pour ces deux délibérations. Merci beaucoup, madame. Je suis ravie d'apprendre que vous allez l'inviter favorablement. Voilà. Je vais vous rappeler que la ville compétente pour ce qui est des écoles primaires, vous avez parlé des collèges, oui, mais... du département et la région, c'est un tout, j'ai bien compris. Voilà. Nous, au niveau de la ville, nous avons des actions qui sont menées par la ville en faveur de la lutte contre le harcèlement et on n'a pas attendu la signature de cette convention, puisque déjà dans toutes les écoles nous travaillons et nous avons ce qu'on appelle les banques de l'amitié. Toutes les écoles en sont dotées. Je remercie d'ailleurs l'association Robin des Bancs. Mais je regrette qu'ils n'aient pas candidaté cette année. Voilà. C'est une erreur de mail qui s'est perdue, malheureusement, sinon on l'aurait volontiers fait. Malgré les mails de relance, c'est dommage. Non, on n'a pas eu de mail de relance. Ah. Je crois que vous n'avez pas reçu les mails de relance, non. Il n'y a pas de boîte aux lettres à la forêt de Cherbourg. Ils ne connaissent pas votre numéro de téléphone. Et cyber, les élèves sont sensibilisés. En 2024, je peux vous dire que les équipes ont rencontré plus de 6385 élèves. Et sur le premier trimestre 2025, on en est déjà à 2183. La police nationale intervient aussi dans les centres de loisirs avec le bureau de sécurité au quotidien. Ils ont déjà proposé 11 séances pour sensibiliser les jeunes aux usages des espaces numériques et du cyberharcèlement. Donc, on n'a pas attendu, mais c'est vrai, c'est une façon de continuer le chemin. Qui est pour ? Attendez, excusez-moi. Puisque vous avez parlé de Robin des Bancs, je me permets une petite courte intervention. La première école où nous sommes intervenus, c'était l'école de la Florane. Et il y avait quelque chose qui s'appelait Good Behavior Game, qui était une méthode... Oui, je suis désolé, mais c'était en anglais. C'était en anglais, que c'était présenté comme ça. Et c'était extraordinaire la manière dont le calme existait dans cette école. Et malheureusement, l'éducation nationale a arrêté de subventionner ces formations. Et voilà, si peut-être que monsieur le député pourrait suggérer au gouvernement de reprendre ces formations, parce que c'était vraiment quelque chose qui apportait un changement dans l'école qu'on n'avait jamais vu dans les autres écoles, qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être qu'on arrivera quand même à intervenir dans les écoles. En tout cas, on redemandera une demande de subvention pour 2026. Merci Madame le maire. Si c'est en français dans le texte, naturellement. C'était le nom de la méthode. On fait intervenir aussi l'association ICUP, désolé, c'est en anglais, qui intervient dans les centres de loisirs pour sensibiliser les enfants au harcèlement. Monsieur Navarre. Je vous remercie Madame le maire. Enchaîner les conventions, il y a certes des effets positifs. La convention, elle permet à la fois un engagement, mais aussi la mise en lumière d'un certain nombre de sujets. Mais concernant le harcèlement scolaire, je crois que s'il y a des actions municipales, et je n'en doute pas, il y aurait peut-être une réflexion à mener quant au compte-rendu de ces actions. Et peut-être, puisque ce phénomène, on le sait, est de plus en plus répandu,
de par un nombre de mécanismes et de causes bien multiples, je crois qu'il serait peut-être sage, au-delà des conventions elles-mêmes, peut-être d'organiser, nous, au conseil municipal, des points d'étape sur un certain nombre de sujets. Vous savez qu'on l'a demandé, on va faire des points d'étape pour tout, mais je crois que sur ce sujet, il serait peut-être bon de faire un compte-rendu chaque année des résultats de cette convention. Et je crois qu'il pourrait y avoir une réflexion à peser sur le fait que la commission qui gère les questions d'éducation, et donc des écoles, pourrait mettre ça une fois par an à son ordre du jour, et la présentation d'un rapport sur les conséquences de cette convention et les interactions entre le ministère de l'Éducation nationale. Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle défaillant de l'État et sur ce ministère qui est sûrement bien compliqué à gérer et à administrer depuis qu'il a été confié, depuis des décennies et des décennies à la gauche morale, ou immorale plutôt. Mais ce qui est certain, c'est que peut-être que des points d'étape réguliers nous permettraient, peut-être de manière coordonnée, une action encore plus fine. En tout cas, nous voterons favorablement cette convention concernant le harcèlement, mais peut-être avec la nécessité d'organiser plus finement nos échanges sur le sujet, s'il y a lieu d'être. Je vous remercie. Alors, on parle beaucoup des défaillances et des défaillances de l'État. Moi, je voudrais dire aussi peut-être la défaillance des parents. Ah, ça, c'est sûr. Travailler aussi, parce que c'est bien beau de rejeter tout le À temps qui la dites-vous faute sur l'État. Et je crois que sur ces cas-là, on pourrait peut-être mettre en compte un peu les parents. Et il est bon de faire de la prévention et de travailler. Ce qui est un sujet qu'on a beaucoup abordé. Monsieur Navarane. Mais on a déjà, je vous ai dit déjà, tout ce qu'on a fait. C'est le moyen de signer cette convention, de dire, de mettre en lumière tout ce qu'on a fait. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et la 303, c'est la signature aussi de la convention cadre de partenariat de l'éducation nationale concernant les mesures de responsabilisation, avec la transmission justement d'informations par l'Académie de Nice à la ville de Toulon sur les sanctions et ou les dispositifs pris à l'encontre des élèves d'âge scolaire domiciliés sur la commune, avec notamment l'historique des procédures d'exclusion, les mesures de rappel à l'ordre et l'absentéisme, et la création d'instances de pilotage et de suivi technique pour le suivi et l'évaluation de la convention cadre entre les services de l'éducation nationale et la ville de Toulon. Je vous remercie, Madame le maire, et vous avez abordé la question du rappel à l'ordre. C'était un des échanges qu'on avait en commission. Il y a sûrement des rappels à l'ordre faits par l'Éducation nationale, mais dans cette convention, je crois qu'il est abordé aussi la question du rappel à l'ordre fait par la ville de Toulon. Puisque, et nous l'avions salué, en octobre 2023, vous aviez décidé, Madame le maire, de créer un mécanisme alors qui avait été abordé dans le point numéro 9 du programme du Rassemblement national en 2020, le 80 mesures d'Amaury Navarane et de sa liste, qui est une source encore. Il y a des choses qui ont été faites par la majorité, mais il en reste. Alors il vous reste encore un an pour piocher là-dedans. Il y a aussi de bonnes idées, vous en aviez vous-même dans votre programme, mais n'hésitez pas à les piocher. Et en tout cas, il n'y a pas de copyright, pour reprendre la langue de Shakespeare qui était abordée tout à l'heure. Simplement sur ces mesures de rappel à l'ordre, puisque la ville de Toulon a créé ce mécanisme en octobre 2023, nous avons sollicité lors de la commission ressources la communication du nombre de fois où ces rappels à l'ordre depuis 1 an et demi ont pu être activés par la ville, c'est-à-dire le nombre de fois où vous, Madame le maire, ou l'adjoint que vous avez pu déléguer, avez reçu des jeunes en délicatesse avec les règles de notre pays, et notamment eu égard au bien de la commune, puisque c'est en cela d'ailleurs où le rappel à l'ordre a son utilité. Or je crois, donc sauf erreur là aussi, pardon de le dire parce que c'est pas habituel, mais on n'a pas reçu non plus d'éléments là-dessus, ni de réponse favorable ou de réponse défavorable, mais je crois qu'il a été abordé le fait que peut-être que jamais encore, depuis la création de ce mécanisme... On n'a pas été saisi, moi je fais le rappel à l'ordre. Alors, voilà. Sauf que, si vous vous souvenez bien du mécanisme que vous avez adopté, Madame le maire, ça n'est pas à une tierce personne de vous saisir, c'est à vous saisir, je crois, sauf erreur de ma part, lorsqu'il y a un acte de délinquance qui touche un bien de la commune, de convoquer un jeune. Je crois qu'il y a eu des actes de délinquance qui ont touché la commune. Et donc, s'il n'y a pas eu de convocation, est-ce que l'opération qui a été de communiquer autour de la création d'un rappel à l'ordre n'a pas été finalement qu'une opération sans opérationnel, c'est-à-dire sans convocation de jeunes délinquants depuis 1 an et demi, ce que nous déplorerions puisque
piocher dans les programmes des autres à volonté, par pitié. Mais non mais c'est vrai. C'était le point numéro 9, M. Cabana, mais encore une fois, nous y sommes favorables, enfin on ne fait pas de la politique pour nous-mêmes, hein, on le fait pour que ça fasse avancer les choses. Mais par pitié, si on pioche et qu'on annonce, agissez. Et donc est-ce qu'on pourrait, et si nous serons favorables à cette délibération, avoir une réponse sur le nombre de rappels à l'ordre qui ont été faits depuis la création de ce mécanisme par la ville de Toulon, puisque c'est abordé par la convention que vous nous soumettez à signature. Alors, monsieur Navarre, personnellement, je n'ai pas fait de rappel à l'ordre. Et je vous rappelle qu'on est une ville de 182 000 habitants, qu'on a des adjoints, et que l'adjoint à la sécurité et la police peuvent répondre. Merci, madame le maire. Oui, sur des dossiers présentés par le procureur, on est sollicité par le procureur pour des rappels à l'ordre. Il y a dû avoir depuis une dizaine de rappels à l'ordre qui ont été faits, en particulier pour des dégradations sur l'environnement urbain. Vous voulez la liste des personnes? Non, mais tant qu'à faire, peut-être des demandes, du coup, parce que vous savez aussi que c'est ce qu'on avait longtemps débattu, des demandes de travail d'intérêt général. Et est-ce que, concernant ces 10 cas, on a saisi et demandé, on a esté en justice pour obtenir des travaux d'intérêt général, puisque c'était l'objet aussi du conventionnement avec le procureur, si je ne m'abuse. Alors, il y a deux choses. Sur les rappels à l'ordre, nous, on fait un rappel à l'ordre, on fait un rapport au procureur. Normalement, le rappel à l'ordre, ça arrête la procédure. Si la personne ne vient pas, ça arrive. À ce moment-là, le procureur prend une autre sanction. Par contre, des travaux d'intérêt généraux, on en a régulièrement à la police municipale. On doit être au bâtiment et d'autres services de la ville et de la métropole. On a signé une convention là-dessus. Il y en a régulièrement. Monsieur Le Ballas? Oui, je profite que la discussion est digressée. Effectivement, on aimerait aussi avoir un récapitulatif depuis décembre 2023 des saisies pour les travaux d'intérêt généraux, parce que vous dites qu'il y en a eu, mais on aimerait bien avoir la traçabilité, et du premier mécanisme que nous allons voter là. On aimerait avoir la traçabilité, que ce ne soit pas déclaratif. Voilà, tout simplement. Voilà, vous aviez proposé des heures en fait d'intérêt général proposées par la mairie. On aimerait savoir où ils ont été faits, par qui, comment. Et voilà. Les heures, ils ne sont pas proposés par la mairie. Les heures, c'est proposé. Oui, non mais le cadre de ce que vous proposiez, puisque c'est une délibération que nous avons travaillé aussi en ce sens, vous avez signé une convention, vous dites, nous avons signé une convention avec la justice pour proposer des heures de travail d'intérêt général qui auraient au sein de la mairie. Donc on aimerait avoir combien il y en a eu, dans quel service, pour qui et quand. Merci. Normal. Il y a eu une réunion avec les gens qui s'occupent des travaux d'intérêt général, avec les différents services de la ville et de la métropole, pour savoir les services qui acceptaient. C'était quelque chose qu'il fallait que ça soit bien encadré, ça demande au niveau des services d'encadrer. Et donc il y a différents services en effet qui acceptent les travaux d'intérêt général. Oui, ce n'est pas les services qui acceptent. Nous, on voudrait savoir le nombre d'heures de travaux. Je ne sais pas là, si vous l'aviez demandé en commission, vous l'auriez déjà. La preuve que non, je l'ai demandé, moi je l'ai pas. Vous n'avez pas demandé des travaux d'intérêt général. Et moi j'étais en vacances, excusez-moi de prendre des vacances. Oui, j'ai de la chance. C'est ça ma force, j'ai de la chance. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Passons aux finances, M. Cabana. Merci Madame le maire, chers collègues. La première délibération sur la prise d'acte des rapports d'activité de la régie communale des transports qui est depuis 10 août et sur la délégation de services publics pour l'exploitation des tennis qui aujourd'hui sont sous forme d'AOP. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication des résultats des travaux. Nous allons procéder au vote. Je rappelle que c'est pour prendre acte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Avant la présentation du dossier, M. Bonnet, Mme Chambon, M. Géron, M. Dussel, M. Leroy, M. Mascaro, Mme Mondonne, M. Moreno, M. Tanguy et Mme Turbat sortent de la salle. Robert. Oui, on rectifie l'erreur matérielle et une omission s'agissant de l'intégration dans les
biens de la ville d'un certain nombre d'opérations et de biens qui ont été réalisés au Zénith. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous restons au Zénith. Lors du changement de régime juridique, Mme Camus a demandé à ce que son contrat de travail soit transféré à la régie municipale puis à la SPL. Ça lui a été refusé. Elle a saisi le juge des prud'hommes qui l'ont débouté. Et dans la mesure où il s'agit d'un contentieux qui est lié à l'ancienne DSP, la ville prend en charge le solde des frais d'avocat qu'a dû assumer aujourd'hui la SPL. Oui, 1500 €. Madame le maire, mes chers collègues, il y a beaucoup finalement de contentieux suite à ce changement de délégation. J'ai demandé un peu où en étaient les procédures. Donc il y a une première procédure société ALG ZOT Zénith Oméga Toulon, donc qui aurait eu gain de cause en premier appel et qui est à la cour administrative d'appel de Marseille, suite à un premier jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2021. J'ai pas eu le temps parce qu'on a eu j'ai eu les documents très tard. Je voudrais avoir le jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2021, s'il vous plaît. Et il y a un expert qui a été mandaté pour chiffrer le préjudice allégué. Parallèlement, les parties ont entrepris des négociations amiables. Un compromis devrait être soumis prochainement au conseil municipal. Donc, je voudrais avoir ces éléments avant que soit soumis au conseil municipal. Et il y aurait donc là, la mairie aurait perdu. Et il y a un deuxième contentieux, en plus du contentieux prud'homal qu'on nous présente aujourd'hui, qui est avec la SS Oméga. Et là, on aurait perdu aussi. Et là, on a été condamné à verser la somme de 17 850 €. Et on est dans la période où il y aurait peut-être un délai d'appel qui n'est pas écoulé, donc on attend s'il y a un appel. Donc ça veut dire qu'en fait, suite à cette délégation, le seul élément que j'ai eu, c'est l'ordonnance du 5 octobre 2020, qui reconnaît quand même que les fautes commises par la mairie. Donc je voulais savoir s'il y avait une enquête, ou des corrections qui ont été faites maintenant en interne pour corriger ce type de dysfonction d'appel d'offres, et que vous nous teniez au courant de ces trois procédures régulièrement, notamment voilà, puisque sur les deux sociétés qui ont postulé, après ce que j'ai compris, les deux sont en procès avec nous et on a perdu les premiers procès contre les deux. Voilà, donc je trouve ça un peu juridiquement limite et ça va coûter des sous à la commune, bien sûr, et on aimerait être au courant très régulièrement de ces litiges. Merci. Alors, s'agissant du jugement dans lequel vous êtes établi de condamnation d'environ 18 000 €, sauf erreur de ma part, c'est le jugement qui est devant la cour administrative d'appel de Marseille. Et à ce jour, l'arrêt n'est pas rendu et les discussions de transaction ne sont pas terminées. Donc, on vous en parlera lorsque tout cela sera terminé. Ensuite, pour l'instant, on a eu deux contentieux. Le premier, Mme Camus, qui voulait transférer son contrat de travail, mais dans la mesure où elle détenait la totalité des parts de la société qui gérait le Zénith, elle n'avait pas la possibilité de faire transférer son contrat de travail par la suite. C'est ce qu'a jugé le juge des prud'hommes. Maintenant, pour notre contentieux avec ALG, nous sommes, je vous l'ai dit, devant la cour administrative d'appel. Alors, il ne s'agit pas de dysfonctionnement dans le cadre d'appel d'offres pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas d'appel d'offres. On est dans le cadre d'une concession de service public. Ceci étant, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un choix assumé. Lorsque l'on a attribué la convention de gestion à la société ALG, quelques mois plus tard, il y a eu le confinement. Et 2 mois après le confinement, le titulaire de la concession nous a demandé une rallonge sur la subvention parce qu'il ne s'en sortait pas. Comme on n'avait pas la visibilité de ce qui allait se passer par la suite, on a préféré prendre la décision de résilier et de gérer le Zénith sous une autre forme, parce qu'on ne savait pas où on allait, combien de temps allait durer le confinement et à quelle hauteur il faudrait abonder le gestionnaire pour qu'il ne dépose pas le titre. Ce n'est pas une erreur de fonctionnement, c'est un choix avéré, parce qu'on ne savait pas ils ont été condamnés. ce qu'il allait être. Ouais. Alors, je suis vraiment béotien dans la matière, mais l'ordonnance du 5 octobre 2020 qui m'a été fournie par vos services précise que c'était les conditions économiques et financières proposées par chaque candidat.
Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres que la commune a donné une part prépondérante parmi les éléments d'appréciation des offres de ce sous-critère. Et voilà, donc ça c'est pas une question de financement. Attendez, je finis. Je sais que vous êtes très brillant et vous allez être très brillant, mais laissez-moi finir la demande. Et donc c'est bien que c'est ces critères qui ont été remis en cause par l'ordonnance de 2022. Pas ces critères, ce critère. Et un détail sur un critère, et c'est la première fois que le tribunal administratif peut juger, chaque fois qu'une collectivité lance une délégation de service public, au nombre des critères financiers, on demande un CEP, c'est-à-dire un compte d'exploitation prévisionnel. Et le tribunal nous a reproché de ne pas avoir contractualisé le CEP, et nous a donc reproché la chose suivante: chacun peut dire ce qu'il veut dans le CEP, s'il n'est pas contractualisé, on n'a pas de certitude. Ça a été une découverte pour tout le monde, et depuis, aussi bien TPM que la ville contractualisent le CEP. C'était ma question, merci. Vous avez la réponse. C'est pour. Qui contre. Qui s'abstient. La délibération est adoptée. Sécurité HAUC. Oui, on mutualise les prestations de sécurité et de sûreté sur le site de Chalucé avec la métropole. Il faut savoir. Ah, ici, monsieur Navarre. Ah oui, on peut les faire rentrer, excusez-moi. Je les ai oubliés. Je les attends du coup. Oui. Je commence. Oui. Et je vais même reprendre la délibération. Mes chers collègues, on en était à la 1104 et c'était la signature de la convention relative aux prestations de sécurité sur le site de Chalucé. Monsieur Navarre. Je vous remercie et tout à l'heure, M. Cavana nous proposait à notre collègue de Palins de demander. J'ai demandé, et Saint-Matthieu disait demander, il vous sera donné. Il ne m'a pas été donné. Ça marche pas tous les coups. Bah oui. Enfin, ce coup-ci, quand même, pour cette séance, j'ai beaucoup demandé, un peu demandé. Vous demandez beaucoup. Oui, mais enfin, comprenez aussi que c'est l'utilité des commissions. Que si nous n'assistions pas aux commissions, ça nous serait reproché. Si on ne demandait rien aux commissions, on nous le reprocherait. Bon, je demande un peu. Il y avait 5 dossiers sur lesquels on avait demandé quelques éléments. Sur ce dossier, il y a un coût partagé avec la métropole sur un bien qui est effectivement commun à la ville et à la métropole, avec des questions concernant certes le personnel, mais aussi la question matérielle, puisqu'elle était clairement citée dans la convention, et on avait souhaité avoir une clé de répartition qui, là aussi, ne nous a pas été fournie. Donc en l'état, nous allons nous abstenir, même si la sécurisation du site de Chalucé nous apparaît comme quelque chose de nécessaire, et si la convention pour partager avec la métropole cette sécurisation nous apparaît nécessaire. Mais en l'absence d'éléments, nous ne pouvons pas juger de l'opportunité des coûts et des mécanismes. Alors, à moins que vous ayez été victime d'un ostracisme coupable, à la délibération est jointe à la convention, qui détaille les postes financiers. Et vous savez d'ailleurs que cette convention était jointe à notre liasse au travail de commission, et donc le coût qui est inscrit est un coût global qui ne ventile pas les frais. Non mais pardon, mais c'était le sujet qu'on avait abordé, souvenez-vous, en commission. Et nous, ce que nous souhaitions savoir, c'est, à travers cette convention, quelle était la ventilation entre les coûts humains, le prestataire de service en charge de la sécurité, une société chargée de sécuriser le site, et la question matérielle, puisqu'elle était aussi abordée. Et c'était ce sujet-là que nous avions abordé en commission. Encore une fois, la convention est liée, on en a parlé d'ailleurs à la commission, simplement c'est la ventilation, et on nous avait dit qu'il était possible d'avoir une ventilation entre le coût de prise en charge par la société de protection, société privée de protection, c'est un recours parfaitement qui ne nous pose pas en soi de problème, et la ventilation avec le matériel, puisque c'était présenté comme tel dans la convention, mais sans ventilation. C'est pas grave, le fait de ne pas l'avoir, simplement, ça justifie de nous abstenir, parce que nous ne trouvons pas que tous les éléments nous ont été communiqués pour pouvoir juger et voter. Encore une fois, il n'y a pas de... Mais c'était le sujet, le débat, l'échange en commission sur laquelle nous avions déjà la convention en elle-même, et c'est la convention qui présentait cela sans ventilation.
Alors, que rajouter dans les faits le coût du dispositif maintenant est à 50-50 entre la métropole et la ville. Auparavant, c'était un tiers, puisque le département s'est retrouvé de la sécurité de la médiathèque Chalus. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On va acheter des urnes. Transparent. Transparentes. Voilà. Donc c'est pas pour les On bourrés. demande une subvention à l'État, 290 € par particulier, on en achète 130. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Robert. On demande un soutien financier à l'Agence nationale du sport pour la réfection de 2 terrains, Merchélier et le Codex Saint-Denis. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Passe au marché public, Robert. On passe un programme de commande avec la métropole pour les travaux de mise en sécurité du Pharaon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Avant la prochaine délibération, M. Bonnet, Mme Chambon, M. Jérôme, M. Coutel, M. Leroy, M. Mascaro, Mme Mondol, M. Moreno, M. Tanguy, Mme Surbat, sortent de la salle. On repart pour les amis. Oui, mais on a déjà fait à plusieurs reprises, comme il est plus simple que les travaux soient directement effectués par la SPL sur le Zénith, on lui délègue la maîtrise d'ouvrage et ensuite on indemnisera. C'est plus simple et plus rapide. Donc plus rapide. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nos collègues peuvent rentrer. Allez, Geneviève, propriété foncière. Merci Madame le maire. Nous avons 4 projets de délibération concernant les conventions d'occupation temporaire et relatives à des modifications de répartition du capital social de sociétés titulaires pour 4 restaurants avec signature d'un avenant. Ces modifications sont sans incidence financière et sans incidence sur la durée du contrat. La 2201, c'est le lot 13 pour la SARL Lobige. La 2202, c'est le lot numéro 14. Attention, parce que pour la 203, M. Canada et M. Et la 204. Oui, Madame le maire, pour la 203, je vais également sortir. Oui, c'est ce que j'allais dire. M. Canada, M. Mahali, la 203, la 204. Alors, on va d'abord voter la 201, si vous voulez bien. Oui, M. Navarra. Oui, permettez-moi d'intervenir et une seule fois sur ce sujet. D'ailleurs, c'est pas à moi de juger, mais les sorties des uns des autres, les coïncidences que tous ces dossiers tombent en même temps, je trouve quand même qu'il y a dans ces marchés, enfin dans ces délégations de services publics de restauration des plages du Mourillon, une nébuleuse qui nous appelle à la prudence. Pourquoi dans un conseil municipal et un seul, est-ce que c'est un choix de la majorité? Je ne crois pas, hein, dans les échanges qu'on a eus, de passer en une seule fois 4 délibérations concernant des modifications dans les capitaux, où on sait, on connaît d'ailleurs beaucoup de ces restaurateurs, nous les connaissons, vous pouvez d'ailleurs les apprécier aussi, pour fréquenter un certain nombre de ces établissements, mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve sur ces concessions avec comme ça, soit des cessions elles-mêmes de sociétés, soit des cessions de parts, juste après les attributions. Tout ça restant légal. Mais tout de même, ça appelle de notre part une abstention sur tous ces dossiers, parce que ça nous apparaît quand même un peu nébuleux. Et pour ne pas le dire autrement, est-ce qu'on ne pourrait pas, lorsqu'on attribue... Et je ferai qu'une seule intervention concernant le lot E qui a défrayé la chronique. On se souvient que sur ce lot, un commissionnaire avait candidaté 3 fois, mais en fait n'ayant pas droit de candidater 3 fois, il a candidaté une fois sous son nom, une fois sous le nom de son épouse, une fois sous le nom de sa fille.
et obtenu 3 concessions, mais n'a pas été capable, aux yeux de la métropole et de la ville, de tenir 3 restaurants. Encore une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux border les choses? Parce que cette nébuleuse, elle nous apparaît comme éminemment délicate à aborder. En tout état de cause, ça justifie notre abstention sur les 5 délibérations, les 4 modifications de répartition de capitaux sociaux, et enfin la signature de la convention temporaire d'occupation du lot numéro E. Voilà, c'est un peu ce qu'on a échangé d'ailleurs lors de la commission ressources, mais tout ça est quand même un peu nébuleux et ne nous apparaît pas comme tout à fait normal. Voilà, même si la normalité dans le monde des affaires n'est pas toujours œuvre de simplicité. Alors, pourquoi y a-t-il sécession? C'est pas à la ville qu'il faut le demander, c'est au restaurateur lui-même. C'est vrai. Pourquoi ça arrive au même conseil municipal? Parce qu'on a reçu les demandes de transfert à peu près en même temps et concrètement un peu avant l'été pour que le nouvel acquéreur puisse faire la saison. Est-ce qu'il est nébuleux qu'une personne, par le biais de l'une, 2 ou 3 sociétés, candidate sur 3 sites? Peut-être, sauf que la jurisprudence ne l'interdit pas. Et je regrette moi aussi que quelqu'un puisse se candidater sur plusieurs lots, puisque quelque part c'est un peu une atteinte à la concurrence en la matière. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, lorsque cette procédure a été relancée, la jurisprudence qui cadrait un peu ces procédures, qui est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, interdisait de limiter aussi bien le nombre de candidatures que le nombre de lots attribués. En cours de procédure, la Cour administrative d'appel de Marseille a quelque peu changé son fusil d'épaule et autorise certaines restrictions. Manque de chance, cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'arrêt est tombé il y a peu de temps, et le Conseil d'État a cassé l'arrêt de la Cour de Marseille, mais sur un motif autre que celui de la restriction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas plus avancé qu'il y a 2 ans. Voilà pourquoi ça arrive en même temps. Voilà pourquoi quelqu'un a pu candidater sur 3 restaurants parce qu'on ne peut pas l'empêcher. Ensuite, pourquoi il y a autant de ventes, je n'en sais rien. C'est la 3e mise en concurrence à laquelle j'assiste et c'est la première fois. Il y a toujours 1 ou 2 sessions en cours de période, mais je reconnais que c'est la première fois qu'il y a autant de sessions. Monsieur de Pallas. Oui, simplement, nous allons aussi nous abstenir. Et on renvoie à la discussion qu'on a eue il y a 2 conseils municipaux sur la nécessité vraiment importante d'avoir une certaine transparence et peut-être aussi de garantir ces délégations de service public au moins peut-être sur la moitié du temps, puisqu'elles sont données pour 6 ans, peut-être mettre des clauses de garantie, si c'est... Et je finis ma phrase. Si c'est possible, mais je finis ma phrase. Si c'est possible, malheureusement, comme notre confrère Cavana nous l'a rappelé, c'est vrai que l'habitude, c'est que ça se fasse et ça se fait partout. Mais ça se fait pas que pour les restaurants. Hein. On voit l'histoire des taxis actuellement, c'est ça aussi. Voilà. Vous n'avez pas suivi sur les taxis, là. Vous n'avez pas suivi la fin, là. Sur les taxis, il n'a pas compris. Ah oui, bon, d'accord. C'est une analogie. De Huveda. Oui, merci Madame le maire. Nous nous étions abstenus sur les délibérations concernant les AOT des restaurants du Mourillon parce qu'il ne nous est pas possible de nous prononcer en ayant aussi peu d'informations. Ne faisant pas partie de la commission d'appel d'offres, nous n'avions que des noms et pas d'éléments financiers pour nous prononcer. Mais avec ces délibérations, ça dépasse l'entendement. Nous pouvons légitimement nous demander sur quelle base votre majorité a voté en faveur des sociétés qui ont obtenu les autorisations lors des délibérations précédentes. En effet, les 5 délibérations montrent des changements non seulement de propriétaire, mais également de forme juridique de la société. Nous constatons ainsi que vous avez voté pour une société, mais que ce n'est pas celle-ci qui va gérer l'établissement. Quels étaient donc les critères pour choisir la première? C'est pour le moins confus, voire opaque. Non, mais monsieur Cavanas, je n'ai pas fini. Ça fait plusieurs fois que vous interrompez. Alors, s'il vous plaît, un peu de correction. Merci. Continuez, monsieur Dupuis.
Oui, je souhaite aussi qu'il n'y ait pas d'intervention ici, hein, s'il vous plaît. Hein. Ça fait plusieurs fois. Hein. Madame Layec, du calme. Oui, oui, je comprends bien que vous assumez, mais ça ne veut rien dire d'assumer. Assumer l'incorrection, c'est pas très bien. On va continuer. On va continuer. Nous constatons en outre, en cherchant un peu, que les sociétés repreneuses ne sont pas des spécialistes de la restauration. Cela rajoute à la confusion et pose question. Comprenons-nous bien, nous ne voulons pas empêcher des entrepreneurs de travailler, mais il est très étrange de changer de propriétaire alors que les autorisations sont censées être basées sur des éléments professionnels et financiers des premiers propriétaires. C'est sur ça qu'on s'est basé. Sauf que vous êtes basé. Et puis la société, elle change. Vous faites voter le conseil municipal supposément sur des données que vous ne fournissez pas, vous ne nous fournissez pas à nous. Et une fois que les délibérations et l'autorisation d'occupation temporaire sont votées, eh bien alors les données changent, puisque c'est une autre société. Nous ne pouvons pas accepter ces procédés et nous allons nous abstenir. Alors, que vous n'acceptez pas ces procédés, c'est votre problème. Vous avez dit que c'était conclu et opaque. Ce qui est conclu, c'est votre première question qu'honnêtement, je n'ai pas compris. Ensuite, on change de société. Je l'ai dit à l'instant, on ne peut pas empêcher un attributaire de céder sa convention. De la même manière qu'en matière de marché public, on ne peut pas empêcher une entreprise attributaire du marché de céder son marché à une autre. Que ça ne vous convienne pas est une chose, que ce soit légal en est une. Ensuite, vous nous dites que la société en question, vous avez fait des recherches, n'est pas spécialisée dans la restauration. Lorsqu'on est candidat à l'attribution d'un restaurant, d'un service public, qu'on a déjà une structure qui travaille dans d'autres domaines, on ne va pas anticiper le résultat de la consultation, faire des frais de création de société si au bout du compte on les a fait pour rien puisqu'on n'est pas choisi. Donc il se passe quoi? Il y a chaque fois des sociétés dédiées qui sont montées une fois que l'attribution est faite. Et cette société qui vient juste d'être créée, forcément, la société structure juridique n'a pas d'expérience, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de savoir si le gérant de la société en a une. Parce que c'est pas la société personne morale qui va être au fourneau, c'est le bonhomme. Merci de confirmer l'opacité. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée pour la 2201. La 2202, c'est la même chose pour le restaurant L'Ange du Père. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Donc, M. Mahali, M. Cavana sortent pour la 2203. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et pour la 2204, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nos collègues peuvent rentrer. Et on va donc parler de la Alors, qui rentre? Ouais. 2205, Oui, merci. Là, c'est l'autorisation de signature d'une convention d'occupation pour le numéro 5, la source. La commission consultative a préconisé de retenir l'offre présentée par la SAS Nazario, représentée par M. Alfieri, qui répond aux objectifs de la ville, pour l'année 2025 est fixée à 32 640 €, à laquelle s'ajoute la redevance pour la zone de stockage et l'occupation de la terrasse. Monsieur Navarre, je crois que vous avez déjà parlé. Non, mais pas direct. Là, c'était sur les cessions de parts de société, sur les 4 précédentes. Sur celle-ci, Madame le maire, mes chers collègues, nous souhaiterions savoir ce qui est anticipé. Le choix a été porté par la force publique, c'est-à-dire la collectivité municipale et la collectivité métropolitaine, de rompre le contrat initialement qui avait été confié aux prestataires qui avaient remporté la délégation de service public pour ce restaurant
l'attribution étant remise au jour et nous comprenons que nous ne délibérions que sur la question du restaurant, puisque c'est d'abord la compétence de la ville, et que les deux n'ont pu être liés, c'était l'explication que m'a été donnée par M. Cavana sur la question des plages. Donc il n'est pas certain, quand la métropole fera la procédure pour les plages, que ça soit le même délégataire. Mais une question sur le personnel de ces restaurants, puisque à juste titre est cité dans la délibération que dans le journal Var Matin, il y a eu la publication autour de cette nouvelle délégation de service public, mais le journal Var Matin s'était aussi fait l'écho d'un sujet qui nous apparaît plus important, qui était celui du personnel. Et le choix qui a été celui de la ville et de la métropole de rompre le contrat, loin de régler le problème du personnel qui était dans ce restaurant au moment du passage d'une concession à une autre, d'un propriétaire d'une société à la nouvelle société qui prenait la délégation, les gens, des personnes, ont été laissés sur le carreau. Et à aucun moment il n'a pu, visiblement, être intégré ni à la délégation en elle-même, ni à l'action municipale, le fait de pouvoir faire avancer le dossier de ses salariés, qui, je le rappelle, en fait, ne sont pas payés. Suite aux défections, n'ont même pas de certificat pour pouvoir toucher une indemnisation chômage. Le carcan administratif français font qu'ils n'ont même pas droit à une aide qui s'appelle le RSA, et donc se retrouvent sans le moindre sou depuis de nombreux mois. Et est-ce qu'au moment où on attribue ce lot, on pourrait avoir enfin une réponse sur l'action municipale, puisque le souhait a été le vôtre de rompre le contrat, sur les conséquences que ça a eu quant au personnel et à la manière dont nous pourrions leur porter assistance. Je vous remercie. Alors, le choix de la ville de résilier. On a l'impression, avec ce terme « foi », qu'on avait différentes options et qu'on a pris celle-là. Ce n'est pas du tout le cas. Lorsque ce monsieur fait acte de candidature sur le restaurant du Lot E, je crois, il présente sa candidature dans le cadre d'une structure juridique, avec une série de garanties apportées à cette structure juridique. C'est pour ça que sa candidature a été évaluée. Lorsque le juge administratif est saisi d'un référé précontractuel par le sortant, lors de l'audience, il précise qu'il change la structure qui aura vocation à gérer ce fameux lot. Que fait la ville en conséquence? Elle écrit à M. Charot et lui demande pour la nouvelle société les mêmes garanties qu'elle avait demandé pour la première. Sauf que, dans ce cas-là, M. Charot ne fournit pas les garanties demandées. Il y a eu un échange de courrier avec le directeur des affaires juridiques qu'on a reçu M. Charot. On peut comprendre que deux restaurants, Il faut des garanties. Changement de société. C'est hallucinant. À partir de là, donc tout ça pour vous dire, c'est pas une choix délibéré, mais il y a des conditions qui sont données dans le cahier des charges. Ces conditions n'étant pas respectées, on n'avait pas d'autre choix que la résiliation. En ce qui concerne le personnel, le spécialiste du droit social, mais la logique aurait été que le précédent exploitant mette ses employés en chômage technique à partir du moment où il n'était plus attributaire. Et sauf erreur de ma part, ça n'a pas été fait. Oui. La ville. Ensuite, M. Charot est attributaire. Les contrats de travail lui sont transférés. Troisième étape, on résilie. Mais la ville ne prend pas la suite de M. Charot. La ville n'a pas décidé d'exploiter le restaurant. Alors aujourd'hui, le personnel a attaqué à plusieurs reprises, je crois, M. Charot devant le juge des prud'hommes. M. Charot nous appelle en garantie en disant « Puisque vous avez résilié, c'est à vous de prendre en compte les salaires. » Bon, ça ne me paraît pas évident, on n'exploite pas les restaurants, on n'est pas fait pour exploiter les restaurants. Voilà ce qu'a fait la ville, voilà sa position, voilà le résumé, je dirais, de cette
situation fort regrettable, je l'admets, mais semble-t-il, si dès le début on avait mis le personnel à un chômage technique, on n'en serait peut-être pas là. Et l'attributaire auquel on attribue aujourd'hui, si je ne m'abuse, va va reprendre le personnel, il a l'obligation de reprendre. Mais c'est pas un inconnu. C'est une nouvelle société. Oui, derrière les sociétés, il y a des gens, des propriétaires de sociétés. C'est un des fils de l'ancien exploitant. Et on n'a aucune. Donc c'est le fils de l'ancien exploitant qui n'avait pas été sélectionné, et en aucun cas, je ne dis pas que c'est la même société. Mais ça non plus, ça n'est pas pour vous nébuleux. Tout est normal. Alors, nous avons eu dans cette affaire 3 candidatures. La première candidature a été évacuée au lendemain de l'étape admission des candidatures, dans la mesure où son dossier était très incomplet, on lui a demandé de compléter, il n'a jamais répondu. Il reste 2 candidats, l'attributaire et un autre candidat, alors je vous avouerai que je n'ai plus le nom en tête, un autre candidat qui exploite tout à la fois une boîte de nuit du côté de Bordeaux et des restaurants universitaires dans l'est de la France. Et à l'analyse de ces 2 dossiers, il y a un dossier qui était particulièrement fouillé, avec des investissements importants, c'est l'attributaire, et il y avait un dossier qui était beaucoup moins fouillé, avec pratiquement pas d'investissement. Vous pourrez demander une fois la délibération voter le détail de ces dossiers, et voilà pourquoi c'est cette proposition qui est faite. Soit vous avez quelqu'un, c'est le cas de l'attributaire, qui sur le plan des modalités d'exploitation, sur le plan de l'intégration dans le site, fait travailler un architecte, nous montre un certain nombre de visuels. Vous avez un autre candidat qui se contente de prendre une photo, il n'est pas rassuré. Vous avez un candidat qui s'engage à investir près de 150 000 euros et un autre qui vous dit j'ai tout, avec 10 000 euros, je m'en sors. Bon, il y a des critères financiers, il y a un certain nombre d'éléments qui sont notés, c'est la raison pour laquelle on attribue. Maintenant, vous dites que c'est nébuleux qu'on ait comme candidat le fils de l'ancien gestionnaire qui était lui-même partie prenante. C'est pas nébuleux, c'est une évidence. Il est évident que ce type-là est le candidat. Il était maudisant. Enfin, à mon avis. Il a exploité ce restaurant pendant des années. Il le perd sur un appel d'offres, cet appel d'offres est relancé. Moi, je n'aurais pas compris qu'il est candidat. Et pourtant, vous aviez noté que c'était lui qui était responsable pour ne pas avoir fait de procédure pour son personnel, d'avoir mis le personnel dans la panade au moment de la perte de la concession précédente. Alors attendez, il était gérant si j'ai bien compris. Il était salarié, ils étaient plusieurs fils à être salariés. Quelle était la répartition des tâches au sein de cette société? Je vous avoue, j'en sais rien, puis je ne veux pas le savoir. Monsieur de Hubeda. Voilà. Je ne veux pas laisser penser que je suis dans l'attaque permanente. Mais tout de même, Monsieur Cavana, vous avez dit, nous avons demandé des garanties à Monsieur Charot. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, c'est très bien. Qui a demandé des garanties aux nouvelles sociétés? Elles ont été demandées dans le cadre du règlement de consultation, dans les documents à fournir. Par exemple, exemple de garantie, combien vous faites d'investissement? Est-ce qu'en face vous avez un prêt? Est-ce que vous avez un engagement d'un garant, etc. C'est ça les garanties. C'est-à-dire que vous avez demandé, vous, mairie, des garanties aux nouvelles sociétés. Aux nouvelles sociétés. Ben oui. D'accord, d'accord. Ça sera au procès verbal. Bien sûr, puisque c'est dans le dossier, la demande de garantie. Petit problème, M. Cavana? Oui, j'ajouterais que, pour revenir sur la résiliation, alors que même que le restaurant avait été attribué à M. Charot, pendant plus de 2 mois, il n'avait pas exploité. Ouais. Et alors? Et est-ce qu'on pourrait, et j'en terminerai là-dessus, hein, vraiment,
est-ce qu'il ne serait pas possible, donc concernant, je reviens sur le personnel, est-ce que notre centre communal d'action sociale, qui est une structure qui a vocation à aider les gens qui sont dans la difficulté, la vraie, est-ce qu'on pourrait s'assurer, il y a des aides, que le centre communal d'action sociale, tout ça est très cadré, des aides publiques liées à l'argent commun, est-ce qu'on pourrait s'engager peut-être à œuvrer ou à essayer dans cet axe-là, à pouvoir aider les salariés qui, je le rappelle, depuis 1 an et demi sont sur le carreau? Alors, ils ont été payés une partie quand même. M. Charot a quand même touché, les a déclarés et a touché une partie et il s'est engagé à les payer. C'est-à-dire que lui, M. Charot a touché, mais il n'a pas encore reversé aux salariés. Oui, donc, eux, en tout cas, ils n'ont pas eu un centime depuis 1 an et demi. Et qu'ils doivent reverser, ça c'est sûr. Mais vous savez comment ça marche, hein. Tant que l'argent n'est pas sur votre compte en banque, c'est comme s'il n'y avait rien. Aujourd'hui, M. Charot devrait les payer, puisqu'il exploite 2 restaurants. C'est donc c'est pas la ville qui va se substituer avec les Charot. Voilà. Donc ils ont droit au chômage technique, il n'a pas payé. Là, on fait l'attribution, ils vont être repris, le nouveau concessionnaire va donc leur verser un salaire. Moi, je ne comprendrais pas, et vous pourriez me le reprocher, que la ville paye. C'est Toulonnais qui paye. À quelqu'un, dans quel cas? Aider, au moins aider. Combien de personnes sont prises en charge par le CCAS à Toulon aujourd'hui? Beaucoup. Et je pense qu'on pourrait se permettre, au moins pour ces gens-là, de venir. Je ne parle pas du tout de compenser les salaires ou de prendre en charge les salaires. Je parle juste de recevoir. Ah ben recevoir, il n'y a pas de souci, on les a reçus d'ailleurs en mairie. Hein. Dominique qui tient le CCAS, il faut qu'il s'adresse au CCAS, on verra si on peut faire une aide, mais c'est au même titre que les autres. Au même titre que les autres. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. Prise à 206, c'est la signature de convention de transfert de gestion d'emprise du domaine public de la ville, et ce, afin de permettre à la métropole d'organiser l'entretien et le confortement de la falaise, soutenant le chemin de Calvous, la concerne d'une parcelle d'une superficie de 1091 mètres carrés. Oui, Madame le maire, j'ai pas bien compris. Quand on dit transport de gestion d'emprise, de transfert de gestion d'emprise, pardon, on transfère en fait la purge régulière qui est nécessaire. C'est-à-dire que la mairie reste propriétaire de la maison, etc. etc. Hein, d'accord. On transfère uniquement la gestion, la mairie conserve la propriété de voilà, merci. Vous vérifierez, ça sera dans la liste. Les Vous vérifierez, ça sera dans la liste. La liste qu'ils vont nous fournir. Ah oui, oui, oui. Non, mais celle-là, je suppose qu'on ne peut pas la remettre sur le marché. Ben, on est toujours propriétaire. Oui, oui. Et mais on sera propriétaire dans un an. Pourquoi vous voulez vendre les 1400 qu'on a? Non, non, je dis comme c'est une parcelle à risque et qui a dû être achetée du fait de ce risque, elle est difficilement vendable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 207, oui, c'est la signature d'une convention de mise à disposition de la métropole d'une parcelle de 1 hectare afin de mettre en œuvre les mesures compensatoires dans le cadre du projet du niveau de service. Il s'agit de la parcelle EK68. Les mesures compensatoires incluront la gestion d'une soie closée classée pour protéger la faune et bien sûr et l'interdiction d'abattre des arbres sauf risque d'incendie. Monsieur Leroy. Madame le maire, chers collègues, cette délibération semble présenter plusieurs problèmes que nous souhaitons pointer. Tout d'abord, comment la suppression de 2500 m² de pinède peut être compensée par l'entretien d'une pinède d'1 hectare? La compensation devrait plutôt être du type désartificialisation et boisement d'une surface comparable. Et pourquoi pour 20 ans? La suppression des arbres n'aura plus d'impact dans 20 ans? Je me permets aussi de rappeler que la DUP Tramway avait fait l'acquisition de toutes les parcelles nécessaires. Alors pourquoi prendre de nouvelles parcelles, qui plus est en espace boisé? Tout simplement parce que le BHNS demande 7 mètres de largeur, là où le tramway n'en demande que 5,80 m. Sauvegarder un espace boisé, encore un avantage du tramway par rapport au BHNS. Merci. Parce que Toulon, c'est tout en long, pas tout en large. Ah, si vous n'écoutez pas. Pardon. Je dois vous dire qu'il y a eu une modification du tracé
et ce, à la demande des habitants. Nous avons, je vous rappelle qu'on a eu un certain nombre de concertations dans chacune des communes concernées, et nous avons écouté les habitants, et notamment sur la commune de Lyon, où on a eu, sauf erreur, 2 concertations, pas une, 2, et à la suite de cette modification, c'est pour ça qu'il y a aussi une modification dans la mise à disposition de la parcelle en question. Voilà. C'est uniquement parce qu'il y a eu, à la suite des 2 concertations que nous avons eues pour nous, sans parler des autres concertations que nous avons eues, et de l'attention que nous avons portée à la demande des habitants, il y a eu une modification du tracé. C'est vrai que cette demande de modification du tracé a été bonne. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a une enquête publique sur le DHNS qui démarre le 26 mai au 25 juin. Nous n'y manquerons pas. Merci, madame. Du coup, qui est contre, qui s'abstient, délibération est adoptée. La 2208. Oui, c'est l'acceptation de l'offre d'achat de la SCI et KFMA, d'une arme boutique et cave, située dans le cercle de Paul Langevin, au prix de 54 000 €. En fait, la SCI et KFMA est propriétaire d'un immeuble au 22 pour Langevin. En rez-de-chaussée, il va s'implanter un commerce sous l'enseigne Animalis qui a besoin de réserve. Les locaux vendus sont abandonnés en très mauvais état et n'avaient jusqu'à maintenant absolument aucune utilité. Monsieur de Palais. Madame le maire, comme d'habitude, chaque fois qu'il y a une session immobilière, je prends la parole. Ce local, en fait, a plusieurs parties, donc une partie est déjà occupée. La mairie va donc vendre en gros 65% de ce bien. Ce bien a été acquis en mai 2010 auprès de VAR Aménagement Développement, VAD. Ce bien donc a été acquis le 3 mai 2010 auprès de VAR Aménagement Développement au prix de 113 000 €. 113 000 €. 24 rue Paul Landrin. C'est la réponse de vos services. Hein. Quand je mets en bleu, je fais réponse des services. Et il y a un local en fait de 37 mètres carrés qui est occupé par le Café Culture, pour lequel j'ai demandé des informations un peu tardivement, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je veux dire que ce local est complètement inutilisable et c'est la raison pour laquelle le Café Culture d'ailleurs n'avait jamais voulu, sinon il aurait dû à sa disposition. Donc, la mairie a acheté le 3 mai 2010 ce bien que vous décrivez comme complètement inutilisable à VAR Aménagement Développement pour la modique somme de 113 000 €. Et depuis, donc VAR Aménagement Développement l'a bien acheté à quelqu'un, je ne sais pas encore, mais j'ai posé la question, sûrement on me répondra. Donc cette partie vacante qui représente 65%, si on fait le total complet, il y a une perte si on le vend 54 000 €, si on fait l'achat, l'entretien, puisqu'on paye des taxes foncières et on paye des charges de copropriété annuelles, la mairie, il y a une perte de 43 135 €. Voilà, encore une fois de plus, la ville, comme le décrit Madame Lévy, a acheté quelque chose qui est complètement inutilisable, 113 000 € et le vend beaucoup moins cher, il y a donc une perte. C'est pour ça que je dis Toulon, bon acheteur et mauvais vendeur. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Eh bien, on va continuer avec le 15 et le 17 rue du Cône du Plein. Et là, vous allez voir, on est finalement des bons vendeurs, puisqu'on a récupéré les 43 000 que nous venez de nous dire qu'on avait perdu. Pardon. C'est la réitération de l'accord de la ville pour la cession des immeubles 15 et 17 rue Cône du Plein au prix de 246 000 €. C'est Jabba. Là, je vous rappelle que nous avons une estimation de fonds de domaine pour 205 000 €. Donc, vous voyez que ça ne vous convient pas. Attendez, 205 000 € et on le vend 246. Monsieur Dupalais. Oui, pareil, il ne s'agit pas de savoir si on vend plus ou moins que les domaines le précisent. C'est pas ça le problème. Le problème, et l'axe que je prends, ce n'est pas si on vend plus ou moins que les domaines, puisque c'est une question de marché. Je dis qu'à un moment donné, on a acheté des biens chers, qu'on vend moins cher, et qu'on a géré
Et au fil des conseils municipaux, nous avons des biens qui ont 15 ans, 20 ans. La dernière fois, au dernier conseil municipal, 34 ans. Voilà. Pour ce bien-là... Puisque celui-là, le 17, on avait acheté 52 000 euros, le 15, on avait acheté 26 000 euros, ce qui a fait 78 000 euros, et on le revend 246 000 euros. Mais je vous remercie parce que quand j'ai demandé en 2023 les prix d'achat, il m'a été répondu par vos services, les frais d'acquisition ne sont pas calculables. La commune ayant acheté de nombreux immeubles dans chacun des deux actes, le montant des frais étant global, ces deux immeubles sont murés, aucun frais courant. Donc je n'avais pas ce prix d'achat. Aujourd'hui, maintenant, on a pu trouver le prix d'achat du 17 qui est de 52 000 euros. Alors, et merci. Du 15 qui est de 26 000 euros, soit une totalité de 78 000 euros pour un prix de vente de 246 000 euros, ce qui nous fait à peu près un différentiel de 100 quelques mille euros quand même. 180 000 euros. Mais je vous remercie parce que c'est des éléments que je n'avais pas. Et donc, du coup, ça va changer notre vote, puisque quand on vend plus cher que ce qu'on a acheté, bien sûr, on vote pour. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors, Geneviève, oui, le 2.010, c'est la mise à disposition à titre gratuit de locaux communaux des associations d'intérêt général, la signature de conventions y afférentes. Effectivement, nous l'avons déjà vu à l'occasion d'autres conseils municipaux, lorsqu'il s'agit d'associations qui ont une vocation notamment sociale, mais pas que. On a la possibilité, David le fait bien volontiers, de signer nos conventions à titre gratuit. Et donc c'est le collectif Les Vouches, c'est un collectif culturel qui regroupe plusieurs associations à qui on met sur un bail précaire les cases des listes, à disposition des cases des listes. Les Vouches, les comptes, la délibération est adoptée. Amiral, on va à la culture. Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit d'actualiser la liste des prix d'entrée d'exposition publique Banksy qui s'ouvre, je vous rappelle, le 13 juin prochain. Nous avons déjà délibéré ce sujet. Vous faites rajouter quelques tarifications spécifiques ou un tarif réduit pour les plus de 65 ans et familles nombreuses, ainsi que la gratuité pour les enseignants à condition qu'ils présentent leur passe éducation. À la limite, on cherche qui va payer. Oui, mais je pourrais y aller papier. Voilà. En fait, il a oublié. Non, tarif réduit. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La suivante, c'est l'attribution de 2 subventions à l'association culturelle No Haïti et bien sûr c'est maintenant la convention de subvention puisqu'ils avaient conservé les subventions en mois de juin et là il s'agit de 2 points particuliers liés d'ailleurs à l'exposition Banksy. C'est la création par un collectif d'artistes d'une fresque dans le passage des rideaux et pour 15 000 euros et la deuxième subvention de 10 000 euros pour l'organisation d'une soirée événementielle dans le centre Siam le 6 juin, justement qui tourne autour, sur plusieurs places du centre-ville, qui tourne autour de la culture, y compris musicale, liée à ces mouvements de street art, de hip-hop, etc. La fresque sur le passage des Rio, c'est ce qu'on avait mis en place, vous savez, sur le tunnel de Montetti, voilà, et qu'on s'apprête La ligne 2. sur les différents passages. Sur le métro. C'est la ligne 2 Oui. Du tramway? Oui. Merci. Vous avez vu d'ailleurs, elle n'a pas été trop taguée, elle n'a pas été abîmée, comme quoi quand on fait du beau, ça peut... Bien sûr. Et les gens aiment le tramway, hein? Les gens aiment le tram. C'est vrai, les Toulonnais sont beaucoup plus respectueux du tramway que ce que vous le pensiez. On verra. La délibération est adoptée. Dominique Angelotti, l'action sociale. Attendez, Madame Roussel, sort de la salle du conseil et participe au vote. Tu parles, je suis sur quelle est là?
il s'agit d'attribuer des subventions à 6 associations qui œuvrent dans le cadre des solidarités ou du handicap pour un montant total de 7 000 euros. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Madame Roussel-Tourron. Oui, merci Madame le maire. Il s'agit de modifier la liste des immeubles inclus dans la campagne de ravalement de façade obligatoire 2019-2026, quartier des Halles municipales, en y rajoutant 2 immeubles supplémentaires qui sont sur la rue Lastour. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La 402. Oui, nous attribuons des subventions dans le cadre de la campagne de ravalement de façade obligatoire 2019-2026, toujours sur le même chantier, et Halles. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est la jeunesse? Madame Mondonne, c'est parti mariée. C'est donc moi qui la rapporte. Le 12-1-01, c'est une modification du règlement intérieur de l'accueil jeune Pont du Las. Vous savez qu'on a ouvert un accueil de jeunes à destination des adolescents et des jeunes adultes. Il est ouvert aux collégiens et aux jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. Monsieur Leroy. Madame le maire, chers collègues, à Toulon, on peut considérer que pour la petite enfance et l'enfance, il existe un certain nombre de structures d'accueil complémentaires de l'école et des familles pour l'éducation des enfants. Pour les enfants, 13 clubs de retraités fonctionnent dans les différents quartiers de Toulon. L'âge dont la ville s'occupe bien trop peu, ce sont les jeunes, à un âge où ils sont souvent laissés à eux-mêmes, ce qui représente une grande injustice pour cette tranche d'âge, et une erreur pour le bien vivre ensemble. Nous ne pouvons donc qu'être satisfaits de voir enfin s'ouvrir dans un quartier populaire cet accueil Jeunes du Las. Le public visé est le bon, des collégiens jusqu'aux jeunes adultes de 25 ans, avec une liste d'objectifs avec lesquels on ne peut être que d'accord. Un petit détail important, nous souhaiterions une modification des modalités d'inscription. Elle devrait pouvoir se faire sur place auprès de l'animatrice ou de l'animateur, car le service accueil des familles est loin, surtout pour les plus jeunes. Si l'on souhaite une fréquentation importante de cet établissement, il ne faut pas imposer trop de tracasseries administratives à un public fragile. Et nous faisons remarquer qu'un seul accueil jeune pour 180 000 habitants, c'est bien trop peu pour Toulon. Juste à côté, la Seine en fait fonctionner 5 pour 3 fois moins d'habitants. Nous considérons donc comme positive l'ouverture de cet équipement éducatif et social. Nous demandons donc une multiplication des maisons des jeunes pour assurer que nos jeunes soient accueillis et accompagnés dans un cadre adapté et bénéfique, qui fera peut-être une manière aussi d'augmenter la sécurité dans la ville, Madame Roussel en parlait tout à l'heure. Je vous remercie. Alors, je vous remercie. À la fois, je peux vous dire qu'il n'y a pas que celui-là, puisqu'il y a 3 centres sociaux qui accueillent aussi les jeunes de 12 à 25 ans, qui ont des sections adultes. Notamment à la ville, puisqu'il y a aussi Strassel, le centre de loisirs Strassel, qui les accueille aussi. Donc là, c'est un supplémentaire, comme par comparaison avec la Seine, quand on en a vu la Seine. Qui est pour? Qui est contre? Ça se tient. La délibération est adoptée. La 12-1-02, c'est l'attribution de subvention à 4 associations relevant de la direction jeunesse et la signature de l'avenant pour un montant total de 12 200 euros. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Pour la prochaine, Madame Jou, M. Moreno, M. Reynaud, M. Tanguy, M. Trouillat sortent de la salle du conseil municipal. Ah ben elle est revenue, c'est parfait. Elle est mariée, c'est parfait. C'est pourquoi? Ah non, non, c'est la destination à nous. Merci Madame le maire. Il s'agit d'attribuer des subventions de fonctionnement à 10 associations dans le cadre de Toulon Destination Ado. Nous avons eu pas mal de nouvelles demandes, nous en sommes ravis. Ça change un peu des actions que nous proposons au quotidien, surtout pour un public adolescent très demandeur et parfois très exigeant et difficile surtout à capter. Et donc ils pourront bénéficier aussi dans le cadre de l'accueil de jeunes que vous avez évoqué juste avant que j'arrive, j'imagine, à Nantes. Vous voyez, Monsieur Leroy, il ne faut pas que des accueils. Ce sont de bonnes actions que nous soutenons. Non, on vote pour. Qui s'abstient?
délibération est adoptée. Un peu de sport, Laurent. Merci, Madame le maire. Allez, c'est pas rentrer. Donc, cette délibération a pour objet l'actualisation de nos tarifs des activités sportives municipales pour la saison 2025-2026 avec une politique de prix qui a pratiqué une actualisation d'environ 2% et une activité qui n'a absolument pas augmenté, c'est le handicap. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Avant la présentation du prochain, M. Mascaro n'est pas, donc on sort de la salle. C'est pour l'acheter vite. Je vais rappeler l'historique. Cette délibération a pour objet donc l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association de Toulon VAR Basket à la saison 2024-2025. Leur maintien en Pro B maintenant acquis ainsi que leurs actions d'intérêt général. Monsieur Depalas. Madame le maire, une courte prise de parole pour rappeler le passé chaotique du basket hier Toulon, puisqu'en 2011, descente en Pro D2, de 2012 à 2018, 3 alertes DNCG sur la gestion, 3 encadrements de masse salariale. En 2018, les droits du club sont finalement cédés au Paris Basket Avenir et le club redémarre dans une association sportive. Depuis, le club progresse. Cette année, il se maintient en Pro D2, il est 18e sur 20, premier non relégable, avec 29% de victoire. Ma question porte sur cette rallonge qu'on nous propose aujourd'hui de 30 000 €, puisque nous avons voté en juin 2020, pour l'année 2024-2025 une subvention de 100 000 €, qui correspond déjà à une augmentation de cette subvention liée à l'accession en Pro B, puisque l'année d'avant, j'ai fait des recherches, nous avions réglé 60 000 €, donc il y a déjà plus 40 000 €. Quand nous allons revoter pour l'année 2025-2026, nous allons revoter 100 000 € pour la Pro D2, pour la Pro B, puisque vous l'avez voté cette année. Donc je ne vois pas pourquoi on vote quelque chose en plus pour un maintien en Pro B, puisque l'augmentation est déjà acquise pour ce club, puisqu'il est passé de 60 000 à 100 000 €, ce qui fait plus 40 000 €. Alors, c'est assez simple à comprendre. Donc, au basket, c'est la Pro B, la Pro D2, effectivement, c'est plutôt mini. Pardon. Le club a accédé à la Pro B l'été dernier et il a été mis en place, et d'ailleurs ça ne touche pas que hier Toulon VAR Basket, on pourrait prendre une autre association qui est bien connue, qui est le Rugby Club Toulon Association. Il a été mis en place une espèce de, je ne dirais pas de prime au résultat, mais en tout cas d'engagement à obtenir un certain résultat pour obtenir l'intégralité d'une subvention, puisqu'il est entendu qu'il y a quand même une exigence d'objectif et d'engagement du club. Et encore une fois, je le répète, c'est ce qui est aussi appliqué au RCT Association, qui touche une partie de sa subvention quand ses équipes jeunes sont qualifiées, par exemple, pour des phases finales. Il en va tout simplement de même au HTV, qui a développé d'autres actions et qui, s'étant maintenu en Pro B, voit donc que cette partie de la subvention lui être attribuée, tout simplement. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, excusez-moi, puisqu'on a déjà acté une augmentation de la subvention de plus 40 000 €. C'est-à-dire que voilà, pour l'année, puisque c'est 2024-2025. Donc au lieu de toucher 60, ils ont touché 100, plus 40. Tout à fait. Là, ça voudrait dire que pour l'année 2024-2025, ce ne serait pas plus 40 qu'on leur donne, mais plus 70. Alors si on intègre les 100 et les 130, c'est mon calcul jusque-là, c'est pas très compliqué, mais ça fait 70 000 € en plus qui sont dus à l'exigence de la Pro B. Là, on change de sujet. C'est pourquoi ce montant-là pour une division Pro B, tout simplement parce que la division Pro B au basket est professionnelle, que les exigences par rapport à la nationale n'ont absolument plus rien à voir, et que donc il y a tout simplement un échelonnement de barème, comme c'est fait d'ailleurs sur d'autres collectivités, en fonction de ce qui explique ce montant total de 130 000 €. C'est encore bien plus cher en Pro A. Et d'ailleurs, puisque vous avez fait l'historique du HTV, je pense qu'on peut se féliciter, parce que ça c'était les années noires du HTV, et je pense qu'on peut se féliciter d'avoir un président qui a investi de l'argent. Il
loin de moi l'idée de dire que les autres en avaient pris. Enfin, lui, en tout cas, il investit beaucoup d'argent dans le HTV. Et je pense que c'est une chance pour le club d'avoir un président qui s'engage également côté des collectivités à ce que le club aille bien, puisque par rapport au budget total, vous pouvez constater que les collectivités ne sont qu'une petite part du budget total de ce club, et je trouve que c'est une démarche plutôt saine et éthique de la part d'un dirigeant du club. Ça veut dire que l'année prochaine, on leur donnera 130 000 euros, monsieur de Palin. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était ma question. Monsieur Davaraz. Oui, alors pardonnez-moi parce que j'avais pas, mais à vous écouter, cet engagement, entre guillemets, cette prime à la performance, elle était abordée, si ce n'est contractualisée, a priori non, sinon on en aurait été averti au moment du vote de la subvention de 100 000 euros, mais elle a été abordée avec le club au moment du premier vote de la première demande de subvention à hauteur de 100 000 euros, ou est-ce qu'elle est une négociation en cours de saison sportive avec le club? Parce que s'il est abordé au début d'une année sportive, qu'il peut y avoir entre guillemets cette carotte à la performance, ce qui peut avoir son sens, est-ce qu'on ne pourrait pas acter les 100 000 euros, par exemple, au début d'une saison, avec entre guillemets mention à la convention, plutôt que de passer des avenants sur des négociations ou des engagements dont on ne serait pas au courant au moment du vote de la subvention initiale? Alors, ce que vous dites pose un seul problème en lien avec le code du sport, c'est que lorsque vous engagez dans votre budget prévisionnel, et là on ne parle pas des budgets vis-à-vis de la ville, mais par rapport aux fédérations ou aux ligues qui gèrent la compétition, ça ne marche pas pour les ligues. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas engager du putatif éventuel, d'où ces formules qui sont choisies, parce que sinon vous ne pourrez pas engager, vous pouvez engager la subvention, mais les subventions régulières. Les potentiels bonus de résultats, ça ne marche pas. Quand vous êtes dans une division, vous engagez dans votre budget prévisionnel, qui d'ailleurs s'écrit quasiment maintenant, une promesse, si vous ne pouvez pas engager une subvention qui n'est pas votée, ou alors une volonté, ou en tout cas c'est ce qui est demandé par les ligues et les fédérations. Je trouve ça très étrange, mais c'est comme ça. D'où l'organisation sous cette forme. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La création 03. Oui, en charge de sport, Madame le maire, on poursuit avec 3 associations. L'attribution donc de 28 000 euros au futsal, au water polo et au sport de glisse avec Métropole Nice. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Moreno. Oui, merci Madame le maire. Dans le cadre des commémorations et des cérémonies du 80e anniversaire de l'armistice du juillet 45 et du 14 juillet, nous vous proposons d'attribuer 2 subventions d'un montant total de 33 500 euros à l'association Août 44 et à l'association Mémoire d'Orme 1944. Alors je vais spécifier que ces sommes ne seront pas montées par des crédits d'État qui sont destinés au 80e anniversaire des commémorations. Je vous remercie Madame le maire et pour exprimer quelle a été notre satisfaction de l'organisation de la cérémonie du 8 mai qui a changé un peu dans les habitudes qui étaient celles de la ville. S'en est d'ailleurs ressenti une participation puisque quand on invite les enfants, je crois a été votre souhait et notamment pour chanter la Marseillaise et c'était un très beau symbole. Il y a aussi du coup les familles qui se déplacent, donc il y avait du monde. Ça, c'était très positif. C'était une commémoration importante sur une page importante de notre histoire. Hélas, en 1945, toute la barbarie ne s'était pas arrêtée puisqu'on sait que les camps ont continué à l'Est et que je ne crois pas que le Goulag avait quelque chose à envier au sinistre camp de concentration du Troisième Reich. Mais si toute la barbarie ne s'est pas éteinte en 1945, les commémorations, en tout cas organisées par la ville de Toulon, ont été, je crois, une satisfaction générale et nous souhaitions à la fois porter cette voix auprès de vous pour nous en féliciter. Les véhicules, c'était une demande qu'on avait faite il y a de ça quelques années. Ah, bah non. Ah non, c'était pas forcément au programme. Vous voyez, tout est perfectible. À commencer par notre programme. Mais voilà, donc vraiment une profonde satisfaction et bravo pour cette organisation et attendons de voir aussi les surprises du 14 juillet. Mais voilà, nous souhaitions apporter notre voix pour une fois n'est pas coutume, des félicitations. Et beaucoup d'émotions ce jour-là. Je suis très sensible, vous savez, tout le devoir de mémoire que je mets pour les enfants, que je mets en place. Merci beaucoup. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée.
Madame Chambon. Merci Madame le maire. C'est une attribution d'un prix de 700 € major de la promotion 2024 de licence générale de l'Université de Toulon. Ce projet a pour objet d'attribuer au major 700 € de la promotion 2024 de licence générale de l'Université de Toulon. Qui s'abstient? Délibération d'adoption. Monsieur Mascaro, on continue. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit de demandes d'autorisation d'urbanisme pour des travaux. La première concernant l'école élémentaire François Nardi avec le remplacement de 8 ensembles de nuisibles qu'ils ont situés dans les couloirs, aux extrémités des 2 couloirs de l'école. Dans le cadre de l'association des routes, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est des aménagements au niveau des cadres des vis pour permettre à cette association d'œuvrer dans de bonnes conditions. Et enfin, dans le cadre des 80 ans du stade de Bourg-en-Côte, un lieu sportif de Toulon, nous faisons un aménagement de stade Bourg-en-Côte en ouvrant l'accès à la boutique par l'extérieur. Monsieur Leroy. Madame le maire, chers collègues, Madame le maire, chers collègues, un pas de plus est fait pour accompagner les artistes locaux en mettant à leur disposition 6 voûtes des caves d'hélice. L'insistance d'un collectif d'artistes a été fructueux. Nous nous en réjouissons. Maintenant, nous attendons avec impatience de grands locaux pour un tiers-lieu mis à la disposition de toutes les associations toulonnaises pour leur permettre d'exercer au mieux leurs activités et leur permettre de se rencontrer et travailler ensemble. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le conseil, l'ordre du jour étant refusé, je ne laisse pas la séance puisqu'il y a 2 questions orales. Madame Muscouti et Monsieur De Palaz. Première question orale. Merci, Madame le maire, chers collègues. La Villa Noailles, maison des illustres, phare de la création contemporaine, demeure fragile d'un point de vue institutionnel. Le rapport du ministère de la Culture, présenté en mars 2025, révèle une situation préoccupante. 4,2 millions d'euros de déficit cumulé, 2,7 millions de dettes fournisseurs, des comptes remis avec 1 an de retard et 1,2 million d'euros de frais de représentation sur une seule année. Nous réaffirmons ici sans détour notre attachement à la culture. Et elle ne se mesure pas en rentabilité, mais en éclairage. Elle est ce qui fait respirer une démocratie, ce qui relie les êtres à travers le sensible, et c'est justement parce que nous la défendons que nous refusons de la voir fragilisée par des dérives de gestion. Lorsque des fonds publics sont en jeu, la rigueur n'est pas une option, elle est un devoir. Surtout lorsque les faits évoqués, production de documents financiers inexacts, dissimulation d'informations dans des demandes de subventions, pourraient relever, si ces éléments étaient établis, du champ du pénal. Le code de procédure pénale est clair, l'article 40 impose à tout dépositaire de l'autorité publique informé d'un délit d'en aviser le procureur. La ville de Toulon participe au financement d'événements de la Villa Noailles. Vous êtes par ailleurs vice-présidente de la métropole TPM et financeur de l'association. Aussi, nous vous demandons quelles vérifications ont été entreprises par la ville avant d'allouer des subventions liées à la Villa Noailles. Deuxièmement, avez-vous, en tant que vice-présidente de la métropole, eu connaissance de l'état réel des finances de l'association? Et si oui, quelle suite y avez-vous donné? Et enfin, estimez-vous que les faits portés à la connaissance des collectivités sont de nature à justifier, le cas échéant, un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale? Je vous remercie. Madame Muscotti, je vais rappeler tout d'abord que la Villa Noailles est une association loi 1901, financée par plusieurs partenaires publics, l'État principalement, la métropole, la région, le département et enfin les villes de Toulon et Lyon. L'association bénéficie également de ressources privées par le biais du mécénat. L'association dispose de ses propres instances et prend ses décisions en toute indépendance. Aucun des partenaires publics n'est en effet membre du conseil d'administration, afin d'éviter notamment la gestion de faits. Ceci exposé, je vais vous répondre sur les 3 questions. Vous m'avez posé la question, quelle vérification a été entreprise par la ville avant de louer des subventions liées à la Villa Noailles? Vous savez que le contrôle de la ville s'effectue annuellement au moment de la demande de subvention. Il s'agit alors d'étudier le projet de l'année à venir
mais de vérifier que le programme présenté l'année précédente a bien été respecté. L'octroi de subventions se base sur des documents relevant de budgets prévisionnels, de comptes d'exploitation et de bilan comptable. De ce fait, concernant la subvention 2025, le contrôle s'est basé sur les documents relevant de la dernière année des comptes arrêtés, soit l'année 2023, puisque les associations ont jusqu'au 30 juin 2025 pour donner les comptes 2024. Concernant le triplement de la subvention accordée par la ville, cette année, à la Villa Noailles, pour l'organisation de la manifestation d'intérêt public, la Design Parade, il traduit la portée nationale de cet événement sur le territoire communal, dont le succès populaire croît d'année en année, puisque l'année dernière, 94 000 personnes ont visité la Design Parade. En parallèle, je précise que c'est à partir de l'année 2024, au vu des comptes certifiés 2022, que les partenaires financeurs ont constaté une accélération de la dégradation financière de l'association, avec notamment un déficit d'exploitation. En réaction, le président de la métropole a sollicité l'inspection générale des affaires culturelles, placée sous l'autorité du ministère de la Culture, pour procéder à un audit financier et préconiser les dispositions à prendre. Cette inspection, dont les conclusions ont été présentées oralement par le ministère de la Culture aux organismes de tutelle en mars 25, a permis de faire le point sur l'état financier réel et actualisé de la Villa Noailles. Ce sont les chiffres qui ont été repris par la presse, avec notamment une dette fournisseur importante. Un plan de redressement a été arrêté par l'IGAC avec l'objectif d'économiser plus de 800 000 € par an pour un retour à l'équilibre d'ici 5 ans. Cela passera par des efforts de gestion considérables de l'association, puisqu'il n'est pas envisageable d'augmenter les participations publiques. Deuxième question, vous m'avez, en tant que vice-président de la métropole, si j'avais eu connaissance de l'état réel des finances de l'association et quelles suites j'y avais donné. Je vous rappelle qu'en effet, je suis vice-président de la métropole et en charge de l'enseignement supérieur. Et je ne suis pas en charge des subventions aux associations culturelles. Et je suis donc éloignée du processus d'attribution qui l'aurait appliqué. En revanche, j'ai pris part avec les autres membres du bureau métropolitain aux décisions adoptées à l'unanimité portant attribution de subventions sur la base des éléments portés à ma connaissance, qui sont les mêmes que ceux qui avaient été présentés à la ville. Troisième question. Estimez-vous que les faits portés à la connaissance des collectivités sont de nature à justifier le cas échéant un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code des procédures pénales? Au sujet d'un éventuel signalement au procureur de la République, je suis très prudente. Le président de la métropole et moi-même n'avons pas reçu d'alerte de la part du commissaire aux comptes. Et nous n'avons pas eu le rapport de l'inspection générale, ni seulement des prescriptions. Ces informations orales sont celles qui ont été reprises par la presse. Enfin, je peux vous indiquer que le président de la métropole a écrit au directeur régional des affaires culturelles pour lui demander son avis sur l'opportunité d'effectuer ou non un signalement, puisque lui seul dispose de l'ensemble des éléments de ce rapport. Merci beaucoup. Deuxième question orale. Oui, merci Madame le maire. Nous sommes très inquiets au sujet du permis de construire que votre municipalité a délivré à la Palace au domaine de la Tuyère, 1425 avenue Joseph Gasquet. Première remarque, à la suite d'une question que nous avions posée, vos services, qui sont d'habitude extrêmement efficaces et serviables, nous avez répondu à la date du 25 mars, je cite, « La propriété du 1425 avenue Joseph Gasquet est une propriété privée pour laquelle nous n'avons pas plus d'informations, mis à part le fait que cette propriété, la Tuyère, fait partie du patrimoine bastidaire de la commune et à ce titre apparaît dans l'inventaire du patrimoine annexé au plan local d'urbanisme de la ville. » Vous n'aviez dans cette réponse fait aucune mention d'un projet de construction. Et maintenant, nous apprenons avec étonnement qu'en fait, vous délivrez ce permis de construire. Nous savons qu'il n'y a pas de tromperie dans cette affaire, et nous y voyons donc une mauvaise coordination de vos services, d'habitude pourtant si efficace. Cependant, cela s'ajoute à la difficulté dont nous avons parlé au précédent conseil, au sujet des données sur le patrimoine immobilier de la ville, en dehors des bâtiments publics communaux. Cette liste n'existe pas, nous a dit Madame Lévy. Comment gérer l'urbanisme dans une ville sans connaître ce que la municipalité possède? C'est une grande question.
Je précise bien, en dehors des bâtiments publics, c'est-à-dire en fait les bâtiments privés achetés ou préemptés par la municipalité. Vous avez eu l'amabilité et l'esprit de responsabilité de nous dire que vous nous la fourniriez. Nous attendons donc la liste des 10 biens immobiliers que vous nous aviez promises. Deuxième remarque sur le fond. Nous pensons que ce permis ajoute malencontreusement des problèmes à un quartier qui n'en manque pas. Trafic dense, parking insuffisant, pollution atmosphérique sonore et proximité immédiate de l'autoroute. La propriété de 13 000 m² représente non seulement un patrimoine historique, mais également, d'après vos propres services, mais également le seul espace vert du quartier. Il abrite d'ailleurs des espèces animales rares, et notamment une aire d'aigle. Inutile de dire qu'avec ces constructions, ça en serait fini, même si une partie de la parcelle reste protégée. Or, et c'est notre troisième remarque, de récentes constructions ont déjà remplacé sur la même zone un jardin remarquable, l'ancienne propriété du préfet maritime, juste en face de la Tuilière. La sortie des véhicules se fait directement sur le giratoire, même alors qu'il est souvent embouteillé. Sur le boulevard Gasquet, par ailleurs, des villas ont été remplacées par des immeubles. Comment penser que de nouvelles constructions ne vont pas aggraver les choses? Quatrième remarque, le CIL qui vous a écrit n'a pas été consulté sur ce projet et aucun organisme ou association à notre connaissance ne l'a été. Une nouvelle fois, la démocratie communale n'est pas au rendez-vous. Pourtant, ce même CIL fait des propositions extrêmement intéressantes pour l'utilisation publique du parc et de la Bastide. Outre tous ces problèmes posés par une surdensification, le projet lui-même pose des questions qui expliquent le recours du CIL. Arbres classés remarquables qui peuvent disparaître, distance par rapport à l'autoroute, etc. Nous devançons les faux arguments. Oui, une certaine densification est nécessaire pour créer des logements. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de logements et peu de logements, et beaucoup de bureaux dans le projet. C'est d'ailleurs une piste que nous préconisons pour l'ensemble de la ville. Moins de bureaux et plus de logements. Pour Toulon en commun, il y a densification et densification. Pour que celle-ci soit vertueuse, il ne faut pas sacrifier les rares espaces verts et bâtir plutôt sur l'existant. Dans le cas précis de la Tuilière, il apparaît nécessaire de revoir le permis et de consulter les habitants. La question, Madame le maire, c'est êtes-vous prête à suspendre le permis et permettre une vraie consultation? Monsieur de Hubeda, pas plus tard que le mois dernier, à l'occasion des délibérations sur le financement par la ville d'opérations de logements sociaux, vous m'interpelliez sur l'absence de volontarisme de la ville en matière de production de logements, indiquant que nous ne respections pas la réglementation en vigueur. Je vous avais alors indiqué que, bien au contraire, la ville avait signé avec ses partenaires un contrat de mixité sociale afin d'améliorer sa capacité à produire une offre de logements sociaux en réponse à la demande. J'avais également rappelé de nombreuses contraintes et les obstacles rencontrés dans ce cadre. Le foncier disponible est en effet rare à Toulon. On a 41% du territoire communal qui sont inconstructibles, car il y a des contraintes naturelles, on a 34% d'espace vert quand même, de défense nationale ou encore de risques naturels. Le reste du territoire constructible est quant à lui déjà urbanisé et également soumis à de nombreuses contraintes liées à la desserte, aux risques et aux servitudes d'utilité publique. Aussi, pour produire, les opérateurs privés et publics se voient très souvent contraints d'intervenir en renouvellement urbain, c'est-à-dire sur des parcelles déjà bâties ou faiblement bâties. Dans le même temps, j'ai à cœur de maintenir un cadre de vie de qualité pour les Toulonnaises et les Toulonnais au sein de leur quartier. L'équation est donc pas simple. Le permis que nous avons délivré dans le quartier de la Palace répond à ce double objectif. D'une part, la programmation proposée est exemplaire et équilibrée. Elle est composée à la fois de logements collectifs et individuels. Elle permet de répondre à la forte demande des ménages toulonnais en locatif en accession à la propriété, y compris les premiers primo-accidents qui parviennent de plus en plus difficilement à acheter sur la commune. D'autre part, c'est un projet qui respecte et valorise son environnement direct. Contrairement à vos dires, la propriété privée de la Tuilière et l'ensemble de ces espaces paysagers remarquables seront conservés dans le respect des espaces boisés classés du PLU,
mais aussi de la fiche d'inventaire du patrimoine. L'inscription à l'inventaire du patrimoine communal réalisée lors de la modification simplifiée numéro 8 du plan local d'urbanisme en septembre 2023 avait été sollicitée en son temps par le propriétaire lui-même afin de pouvoir conserver la bâtisse historique, ce qui est effectivement le cas dans le projet présenté. Nous avons fait ici, comme pour l'ensemble des projets qui nous sont présentés, un important travail avec l'opérateur afin de maîtriser la densité de construction, travail sans lequel nous aurions compté au moins le double de logements. Dans ce projet, 57% de l'unité foncière sont dédiées à des espaces paysagers, alors que le PLU en impose minimum 35%. Je précise que dans cet esprit, nous avons pris la décision lors de la dernière modification du PLU d'augmenter de 5 points la surface de pleine terre à conserver pour chaque nouveau projet. Je vous invite à ce titre à consulter la notice paysagère du projet qui décrit précisément l'ensemble des mesures prises afin de respecter le site. L'implantation du bâti se fait par exemple sur les espaces non végétalisés ou faiblement végétalisés de la parcelle. Il est également prévu la conservation de 106 arbres, la plantation de 57 nouveaux arbres, dont 40 de haute type. Ceci afin de notamment respecter et sauvegarder la faune locale. En ce qui concerne le stationnement, il est prévu 86 places pour 51 logements, soit 1,7 places par logement, évitant ainsi une densification du stationnement résidant sur l'avenue Gasquet. Quant aux accès, si vous aviez pris le temps de regarder le projet, vous auriez vu que seul l'accès du 10 villas débouche directement sur l'avenue Gasquet. Les deux bâtiments de collectif sont desservis par l'avenue de la Palace. Les deux accès ne donnent pas directement sur le giratoire. Enfin, ce projet n'accueillera pas uniquement des logements, puisqu'il permettra également aux habitants du quartier de bénéficier d'un nouveau pôle santé de proximité de 336 m² de surface blanchie. Monsieur de Hubédard, vous ne pouvez pas à la fois me reprocher de ne pas assez construire et vous opposer au permis délivré à la demande de quelques riverains. En fait, vous êtes plutôt dans la posture et pas une contradiction près. Moi, je suis dans l'action avec le double objectif de répondre au mieux aux besoins de logement de nos concitoyens tout en préservant le cadre de vie. Je vous en remercie. Les faux arguments. Conseil municipal, cadre de vie.